Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Le rendez-vous de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le secrétaire général du Parti de l'Unité nationale et le secrétaire permanent de Force nationale Ali Ali DPS FPAI. Avec lui, nous allons parler de l'actualité qui reste dominée par la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. 60 ans, 63 ans déjà. Voilà, M. Raphaël Boulikangou, bonsoir. Bonsoir, Maman Adèle. Bonne fête de l'indépendance. Je vous en prie, je vous le réciproque. Autant aussi à tout le peuple congolais. Les 63 ans, ça engage tout le peuple congolais parce que c'est l'effort fourni par nos aïeux qui nous a amenés à notre indépendance, à notre souveraineté nationale. Bonne fête à tous les Congolais et à tous les employés de Antenne A. Voilà, l'actualité, c'est aussi la déclaration du chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors du jubilé de Monseigneur Kassenda de Mbujimayi. Félix Tshisekedi ne tolère pas les penchants de l'Église catholique en faveur de l'opposition. Ça vous inspire quoi? Maman Adèle, de prime abord, nous devons savoir que le chef de l'État est le maître de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Et sa parole au niveau de la justice vaut loi. Et la réaction du chef de l'État, c'est une réaction de recadrage. Parce que nous devons savoir que selon la Constitution, la République démocratique du Congo est un État laïque. Donc, il y a la laïcité de l'État. Nonobstant qu'il y a des cultes, des confessions religieuses qui ont des prépondérances à certains degrés. Et nous devons souligner qu'ici en République démocratique du Congo, l'Église catholique est un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo. Qui a toujours été au milieu du village. Nous nous souviendrons de messages de Laurent Mosengo Passigna à un certain moment qui clamait les médiocres dégagent. Et ça, là, ça ne pouvait réjouir qu'un opposant. À l'époque, l'IDPS était à l'opposition. Et maintenant, pourquoi l'Église catholique dérange? Madame, il y a deux aspects que nous devons distinguer. L'Église, c'est une institution qui est chargée de la moralité des êtres, des ressources humaines, de la moralité par rapport à leur comportement au niveau de la société. Et le texte le plus approprié de l'Église catholique, c'est la Bible. Donc, il y a les commandements de Dieu et les sacrements de Dieu, et il y a différents textes, actes de foi, actes d'espérance, de charité. Nous devons savoir que les croyances religieuses, ce sont des aspirations, des espérances de fermeté à quelque chose qu'on aspire. Mais l'État comme tel, est une structure qui est régie par la Constitution et des textes réglementaires. Vous devez savoir que l'État est le maître de jeu et nous devons recadrer. C'est que la réaction du chef de l'État est à point nommé. Mais il y a toujours, l'Église est toujours appelée à booster l'État pour essayer de prendre en considération les desiderata de la population, surtout en ce qui concerne leur quotidien en matière sociale, en matière d'éducation. Là, nous félicitons l'Église catholique ici en République démocratique du Congo. S'il faut s'en dire, la plupart, au niveau de l'enseignement, la plupart des écoles, des bonnes écoles ici en République démocratique du Congo, ce sont des écoles tenues par les prêtres, les religieux catholiques. Alors, mais il faudra limiter l'ingérence de l'Église dans les affaires de l'État. L'Église est un conseiller de l'État, mais il n'est pas partie prenante. Ça a toujours été pareil partout dans le monde. Oui. Et pourquoi les inquiétudes, on ne manifestait pas les inquiétudes c'est maintenant? Parce que la CENCO, de son côté, a dévoilé la doctrine nationale de l'Église, celle de protéger les pauvres. Oui, Maman Adèle,
oui, la doctrine de l'Église, ce n'est pas seulement de protéger les pauvres, même les riches aussi. Il faut encadrer les riches parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de gaspillage. Donc, c'est riches et pauvres, c'est dans toutes les catégories sociales. Et les accords de Saint-Sylvestre, pourquoi à l'époque l'opposition n'avait pas déploré l'ingérence de l'Église catholique? Pourquoi? Parce que ni était la contribution, ni était l'apport de l'Église catholique, et les pays, il y aurait des violences, on parlerait de actes de violence. Maman Adèle, autre temps, autre mœurs, mais nous sommes dans la continuité de la plénitude de la vie d'un côté et de l'autre la continuité des affaires de l'État pour un progrès social. Madame, je voudrais vous dire que il faudra savoir que la pression de l'Église catholique au niveau de l'État congolais, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est même depuis les années 60. Parce que même lorsqu'on a acquis l'indépendance, en majorité dans l'époque coloniale, ce sont les religieux qui contrôlaient la colonie et leurs familles. Et aussi, au niveau, lorsqu'on a eu notre indépendance, l'Église catholique, on a fait autant. Il y a eu le cardinal Malula qui a eu des incohérences, il ne faut pas dire des démêlés, mais des incohérences de vue avec le maréchal Mobutu. Et vous savez, quand le maréchal Mobutu a parlé des problèmes de l'authenticité, vous savez, il y a eu des problèmes. Mais aujourd'hui, là, nous voyons quand même l'Église catholique, on est en train les prêtres sont en train de s'habiller aussi, de se vêtir des pagnes. Voilà, il n'y a pas seulement la tenue qui venait de Rome. Donc il y a quand même des innovations. Pourquoi à ces moments-ci, le chef de l'État veut faire la paix avec le prélat catholique, veut conquérir, entre autres, la Cinco et les autres? Madame, là, je vous dis que l'État congolais et l'Église catholique, ce sont des partenaires. Bref, gagner la confiance de l'Église catholique. Il le faut, mais madame, j'avance encore. Lorsque nous revenons encore à la conférence nationale souveraine, c'était présidé par un prêtre catholique, Laurent Mosengo. Voilà. Mais au-dessus de la CNS que dirigeait Laurent Mosengo, il y avait toujours un chef de l'État. C'est question de recadrer, mais est-il qu'il faut que l'Église soit neutre? Le problème là, c'est le problème de la neutralité. Il faudra que l'Église ne soit pas penchant d'un côté. C'est ce qu'a déploré le chef de l'État. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous reprochez à l'Église catholique maintenant même? Non, moi, disons que moi, je ne reproche pas à l'Église catholique, je veux seulement conseiller à ce que l'Église catholique ait les oreilles de tous les côtés, les sons de tous les côtés. Il écoute ce que les opposants disent et même ce que nous, le pouvoir, nous disons, et c'est un peu d'équilibrer pour trouver une équidistance. Alors, mais il ne faut pas que, évidemment, on dit que nous qui sommes au pouvoir, nous sommes majoritaires et les opposants sont minoritaires. Oui, on protège quelque soit, entre guillemets, les pauvres. Les pauvres, ce sont l'opposition. Les riches, c'est le pouvoir. Mais il faut quand même y ait de l'équilibre. Il faut aussi que nous concentrons, nous consultons les règles, les thèmes réglementaires. On ne peut pas faire du superflu ou bien du superfuge. Donc c'est ça le problème. Mais je conseille, non, je pense qu'il faut revenir vite au sentiment, parce que l'Église catholique, c'est une structure de piété, une structure de patience. Voilà, donc je pense que c'était seulement un recadrage, mais vous avez vu quand même le chef de l'État, il a été au jubilé de Monseigneur Kassanda, donc il n'y a pas une rupture entre le chef de l'État et l'Église catholique, c'est seulement question d'échange et d'échange franche. Voilà, il faut une échange franche entre l'État et l'Église et que chacun fasse sa part. S'il y a des reproches, oui, il va de soi, mais on doit quand même cadrer là où doit se passer l'échange. Ça ne peut pas passer à la volée comme ça, à volo. Est-ce que nous pouvons parler d'un virage important du processus électoral? Parce que les dimanches déjà, la CENI a donné les go de la réception des candidatures et des traitements de dossiers pour les élections législatives. Madame, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est la grande question d'actualité parce que, comme vous le dites, depuis dimanche le 25 juin, la CENI a ouvert les bureaux de réception des traitements et des compilations des résultats par rapport à l'étape de réception des dossiers. Alors voilà que le processus est en train d'avancer. Le bureau de président Kadima va toujours en avant parce qu'on a terminé l'enrôlement.
c'est un pari gagné. Et maintenant, il y a la réception du dossier. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. On va voir avec, au niveau du traitement du dossier, déjà on avance. Moi, je vois déjà l'étape de la liste définitive des candidats députés nationaux que nous attendons. C'est jusqu'au 3 juillet, sauf imprévu? Non, c'est jusqu'au 15 juillet qu'on dépose les candidatures, mais après il y aura l'examen des dossiers au niveau de la CNI pour rendre publique la liste définitive des candidats députés nationaux. C'est alors que les acteurs politiques qui seront répertoriés vont entrer dans la danse électorale. Donc, c'est-à-dire, je pense que le gouvernement ne ménage aucun effort pour que le processus électoral avance et qu'à la fin du mois de décembre, nous ayons les élections telles que prévues par la feuille de route édictée par la CNI et mais la caution, les parlements. La caution exigée pour les élections législatives, c'est quand même raisonnable, la somme? Oui, pour les élections législatives, on parle de 1 600 000 francs congolais. Oui, comme c'est même... Plus ou moins 700, 750 oui, dollars. Voilà, par rapport avec la dégradation un peu de la monnaie. Vous voyez qu'en dollars, c'est un peu réduit. Disons que c'est 500 sièges. Et puis, je pense que ça a été raisonné au niveau de la CNI et au niveau du Parlement qui a promulgué, qui a homologué le montant défini. Je pense que ça ne vaut pas au-dessus de la tête, mais aussi il faudra souligner pour vous les mamans, il y a l'innovation des mamans et des personnes handicapées. Et surtout pour vous les mamans, sur une liste de circonscriptions électorales donnée, un regroupement ou un parti politique qui aligne 50% des mamans. Nous avons comme l'impression que... il ne va pas payer la caution. Monsieur Boulikan, voilà. Nous avons comme l'impression que siéger au Parlement maintenant intéresse tous les Congolais. Pourquoi? Parce que la Commission électorale nationale indépendante a réceptionné, en tout cas au-delà du nombre prévu ou attendu des candidatures. Maman Adèle, ça a toujours été pareil, ça a toujours été pareil, même au niveau, vous savez maintenant avec la nouvelle donne politique. Qui est dans notre pays. Mais oui, madame, d'autres cieux. Madame, vous devez savoir, nous le disons, nous ne cessons de le dire, que si vous ne voulez pas de la politique s'occupera de vous. Et voilà. C'est pas les 21 000 dollars qui intéressent les Congolais, ou bien c'est les soucis de donner le meilleur de chacun pour contribuer au développement du pays. Je n'exclus rien, tous les deux, parce que c'est un travail qui est pécuniaire. Et aussi, il y a l'idéal aussi de servir les électeurs, la population de la contrée dont vous êtes issus, et aussi par rapport au mandat, qui est un mandat de représentation nationale, c'est-à-dire défendre la République démocratique du Congo. Moi, en tout cas, je n'exclus rien. Tout travail mérite un salaire. N'est-ce pas que la CENI devrait donner ou exiger un critérium ou quand même qu'il y ait des limites, qu'il y ait certaines contraintes pour que les candidatures soient quand même limitées, qu'il y ait un nombre raisonnable au lieu d'aller des excès de candidatures? C'est pas intéressant. Qui peut être député national? C'est pas quand même donné à tout le monde. Ce sont des honorables. Vous postulez pour devenir un honorable, mais c'est pas quand même donné à tout le monde. Oui, madame, il y a à boire et à manger. Je vous ai dit, quand vous avez parlé de deux critères pécuniaires et les critères de patriotisme, bon, on ne peut exclure aucun critère, mais je vous dis qu'un député national, à part sa vocation primordiale, c'est quelqu'un d'abord, c'est un représentant du peuple. Être représentant du peuple, c'est-à-dire quelqu'un qui vit au quotidien avec la population, dans les cas d'espèce surtout la population de sa circonscription électorale, de son territoire ou de sa province, et qui prend en branle-bas les besoins, les difficultés de la population pour être un répondant au niveau des institutions parlementaires ou exécutives soit-elle, afin de chercher une solution. Qui est habilité à postuler? Quand même, c'est une personne qui a une bonne moralité, pas n'importe qui comme on le voit.
Oui, disons qu'il y a certains critères de généralité que la CNI a donné. Il y a nommément, il faut avoir une attestation de naissance. Il faut avoir aussi la carte d'électeur qui justifie que vous êtes de nationalité congolaise. Il faut avoir aussi des documents académiques. Là, c'est un niveau, on prend du niveau de gradué jusqu'à licencié. Il n'y a pas de D6. Pour être député national, il ne faut pas être D6. Il faut être gradué ou licencié. Si vous n'avez pas le cas d'être gradué ou licencié, vous devez avoir une expérience professionnelle. Voilà. Donc il y a des contraintes aussi, d'une manière de généralité, que la CNI a mise en place. Mais autre chose, je pense que madame, s'il y a quelqu'un qui est dans les capacités mentales, tout comme ça, bon, de ce côté-là, il faut quand même, bon, il doit être conscient. Mais sinon, si il y a des personnes qui peuvent justifier que le candidat ne jouit pas de sa capacité intellectuelle ou morale, ou de sa capacité au niveau de droits civils et politiques. Ce sont des contraintes, ce sont des interdits. Si vous êtes aussi fonctionnaire, il faut être mise en disponibilité, tant soit-il, militaire, magistrat. Donc il y a des contraintes. Donc ce n'est pas tout le monde. Mais la CNI n'est pas appelée à contrôler les implications physiques, économiques des candidats. C'est là au niveau de la population de choisir. Mais M. Boulikangou, la déclaration de Martin Fayulu de ne pas aligner les candidats, vous avez accueilli ça comment? Maman Adèle, la politique, des fois c'est controversé. Le président Fayulu a dû s'enrôler ici, à l'Athénée de la Gombe. Il s'est enrôlé un bon matin et il n'a pas pris aussi beaucoup de temps. Alors quand le président d'un parti s'enrôle, c'est-à-dire il est déjà dans le processus électoral parce qu'il est venu s'enrôler librement. Donc dès qu'il a la carte d'électeur, au niveau de la CNI, on connaît que le président Fayulu est un électeur. Alors, dans ce qui suit, il dit qu'il faut, il quitte le processus, il veut quitter, mais il quitte le processus électoral. Il est aussi libre, mais tout en étant électeur, il a sa carte d'électeur. S'il va voter ou ne va pas voter, tout dépend de lui. Comme pièce d'identité. Mais oui, mais c'est ce qu'il a, madame. Il a sa carte d'électeur. Il ne peut pas s'en départir. Mais aussi, quand il dit aux membres de son parti de ne pas aux élections, mais ils ont déjà les cartes d'électeurs comme lui. Mais je vous dis que, bon, qu'importe pour eux, mais je vous dis que ce n'est pas une bonne façon d'agir en opposition. Quand vous avez déjà votre carte d'électeur, vous pouvez aller aux élections en votant ou en vous abstenant. L'IDPS à l'époque avait possédé aussi de la sorte. Ah, madame, vous dites ça, mais dans le cas de l'UDPS à l'époque, le sphinx de Limité, le docteur Étienne Tshisekedi, il avait dit avant qu'on commence à s'enrôler, avant et pendant qu'on s'enrôlait. Mais ce qui n'est pas identique par rapport au président Fayulu. Le président Fayulu, il s'exprime après les 3 R opérationnels, si je m'abuse. Au moment où déjà tout le monde a déjà les cartes d'électeurs, vous dites, mais l'UDPS, le sphinx de Limité avait parlé lorsqu'on était pendant l'enrôlement. Mais le président Fayulu, il dit ça après l'enrôlement. Alors là, je vous dis, si j'étais de l'autre côté de l'opposition, comme on était à l'époque, je dirais que c'est une mauvaise manière de voir les choses. Parce que vous êtes déjà dans... Mais c'est après avoir fustigé. Excusez, madame, nous faisons une lecture technique. Bon, vous êtes tous ces gens-là, tous ces électeurs, ils sont compris dans les suffrages de 42 millions. Et quand vous dites qu'ils ne vont pas aux élections, mais c'est une série d'abstentions. Une série d'abstentions, mais qui ne va pas contraindre. C'est pas parce que le processus électoral qui vont donner le mandat. C'est pas parce que les processus électoraux n'aspirent pas confiance que Martin Fayulu a décidé de ne pas aligner les candidats. Le processus est déjà entamé et il est en cours d'exécution. Nous sommes vraiment au niveau au niveau maximal. Parce que même l'Église catholique n'accorde pas du crédit au processus électoral actuel. Oui, madame,
là, je dis, on peut quand même redouter de processus. Il appartient à tout le monde est libre. Donc, quand vous parlez aussi de l'Église catholique, non, quelques membres de l'Église catholique. Parce que si vous allez dans les autres épiscopats, ce n'est pas le même langage par rapport au prélat que vous dites. Les autres conférences épiscopales, enfin les autres diocèses, ils n'ont pas le même discours par rapport au prélat. Donc là aussi c'est une liberté. D'ailleurs, l'Église n'est pas foncièrement dans la politique. Madame, je disais que si les électeurs de l'opposition, soit-ils de président Fayoulou, ils ne vont pas aller aux élections en ayant leur carte d'électeur, mais ça nous arrange. Ça nous arrange parce que leur quota sera des abstentions. Et ce que nous allons donner à Fachi, c'est que ça va compter. Donc, vous avez parlé de l'UDPS à l'époque. Vous voyez que là aussi, oui, président Étienne Tshisekedi avait agi pendant, mais ça a un peu coûté un peu cher. Moi, je trouve qu'il faut toujours chercher un terrain d'entente, monsieur Raphaël Bolikango. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour garantir à la population de bonnes élections? Madame, je pense par rapport à nos frères de l'opposition, nous venons de là. Nous sommes aujourd'hui au pouvoir. Nous étions là à l'opposition avec le président Fayoulou. Nous étions dans la dynamique de l'opposition. On était ensemble, au rassemblement à la dynamique de l'opposition. Mais alors, je vous dis que sur ce point-là, moi je pense que s'il y a des incohérences que l'opposition n'a pas confiance, le sous-entend, je pense qu'il est mieux. Je pense que le président Kadima a intervenu dernièrement. Il a appelé l'opposition à venir s'échanger avec lui. Madame, il va de soi, dans le cadre de concertation CNI et partis politiques et regroupements, il va de soi. Donc il y a un cadre bien défini où que soit un parti politique, que soit un groupement politique, peut aller à la CNI pour discuter. Vous souviendrez. Lorsque les idées ne convergent plus, lorsque vous ne réfléchissez pas de la même façon, ce n'est pas exclu d'aller voir ailleurs. Madame, il ne faut pas aller à l'extravagance. Le président de la CNI, Denis Kadima, ses portes sont ouvertes. Il y a les secrétaires techniques, il y a les cadres de concertation. Je pense que ceux qui ont des desiderata, ils peuvent aller là-bas, ils vont s'échanger avec la CNI. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'une manière générale pour garantir de bonnes élections? Madame, j'en reviens toujours. Il faut respecter les cadres de concertation entre les acteurs politiques et la CNI pour que nous concourons à ce que nous atterrissons vers des élections transparentes, libres et démocratiques. Ce n'est pas en restant dans un recoin que les choses vont s'arranger. Parce que je le suivi récemment, Denis Kadima projette de rencontrer l'opposition. Une bonne idée? Madame, dans le cadre de concertation entre partis politiques, dans la réglementation, dans le code de bonne conduite, il n'est pas interdit à tout parti politique regroupement, soit-il de l'opposition ou du pouvoir, d'aller entrer en concertation. Mais il n'est pas dit qu'un regroupement ou un parti politique doit contraindre ipso facto la CNI à se rétrograder. Là, il ne va pas de soi. Nous devons aller parce qu'il y a déjà l'engagement politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à atterrir, à donner des bonnes élections et qu'il y ait les élections en 2023. C'est déjà un engagement politique que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement de Wario, soutenu par le président Sama Lukonde, le premier ministre Sama Lukonde, s'est défini, s'est assigné. Donc, on ne revient plus. Est-ce que Maman Adèle, à l'époque, lorsque l'UDPS s'était rebiffé pour ne pas aller aux élections, et on a tenu les élections, on est allé, mais en fin de compte, il y a eu le 1+4. Voilà. Donc, voilà, les présidents honoraires. Il doit tenir compte le président honoraire Joseph Kabila a entamé des échanges avec son camp politique, le FCC. Quelle est votre réaction? Je ne peux qu'accueillir, je ne peux que féliciter le courage de l'autorité morale du FCC, le président de la République honoraire, Joseph Kabila. Donc, il a rameuté ces acteurs politiques pour les régaillardir,
pour les réarmer moralement. Vous savez que l'FCC, ça a été... Son retour sur la scène politique ne vous fait pas peur? Son retour sur la scène politique, je sais qu'il est sénateur à vie en tant qu'ancien chef de l'État. Retour sur la scène... Ne fait pas peur à l'Union sacrée? Retour sur la scène en tant qu'acteur ou quoi? Parce que je sais qu'en tant que ancien chef de l'État, il est sénateur à vie. Je ne comprends pas, il est déjà sénateur à vie. Quelle est l'autre option à part le Sénat, à part qu'il est sénateur à vie? Il va aller pour quelle option? Pour revenir chef de l'État? Je ne sais pas. Il est libre, tout citoyen est libre, mais je pense que ce n'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Mais n'empêche qu'au FCC, il prépare un autre candidat beaucoup plus fort aussi. Mais ils en ont eu. Il y a eu le numéro 13 aux dernières élections, un certain numéro 13, qui était du camp de FCC. Mais alors, nous on était au numéro 20, nous on a gagné. Mais alors, je dis que le président honoraire Jean-Joseph Kabila, dans sa démarche, sa démarche est de bonne loi, parce qu'il a quand même, il a eu quand même un grand nombre de députés et sénateurs. Donc, c'est ça sa troupe. On ne dit pas, les réarmer Raphaël pour qu'ils aillent aux élections. On ne dit pas que c'est ça. Il faut quand même qu'il y ait deux camps au niveau de la République. Il y ait un camp qui est au pouvoir, un camp qui est à l'opposition. On ne dit pas que c'est ça. Admettons que le président honoraire Joseph Kabila s'est prononcé tout FCC derrière Moïse Katumbi. Quelle sera votre réaction? Bon, maman, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on peut arriver jusque-là. Je ne pense pas aussi que dans la plénière... Dans la politique, tout est possible. Hein? Tout est permis, les coups bas, et ainsi de suite. Oui. Les surprises, agréables ou désagréables, dans la politique, tout ça, ça passe. Cuba, je n'appuie pas ça. Cuba, je n'appuie pas ça parce qu'en tant que patriote, nous ne pouvons pas continuer à cautionner les coups bas. Mais surprise, mais oui, on peut toujours avoir des surprises. Nous, au niveau du cash, on a eu quand même... Est-ce que vous n'avez pas dit que c'était une surprise? Parce que nous avons eu le président Vital Kamerhe qui s'est allié avec le président République Félix pour faire le cash. Donc ça a été quand même une surprise. Quelqu'un qui est déjà candidat président de la République, qui était dans les dernières élections de 2006. Bon, je ne sais pas. Il était 3e, 4e, mais maintenant il s'accointe avec un autre candidat pour former... C'était déjà... C'était un problème de regroupement déjà, un regroupement au niveau présidentiel. Aujourd'hui, nous avons un regroupement au niveau des partis politiques. Donc, c'est-à-dire, on est dans l'ère des regroupements. Donc, on n'est plus dans l'ère qu'il faut être scellé. Mais quand vous dites pour le camp, l'autre camp, le FCC, qui sont aussi toujours nos frères, c'est comme Vita Imana, c'est du sport politique. Donc, je pense que le président honoraire Joseph Kabila, c'était de son devoir d'appeler, de rameter ces acteurs pour qu'ils aient un sang-froid et puis qu'il y ait aussi une ligne de conduite qui soit quand même qui soit dans la ligne de code de bonne conduite à tous les candidats. Donc je pense que je n'ai pas un avis contraire. Voilà, M. Raphaël Bolikangu, 63 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, son accession à la souveraineté nationale et internationale du pays, bien sûr. Quel bilan faites-vous? Est-ce sur le plan de la gestion, le pays a avancé ou reculé? Madame, sur votre plateau, en ce petit laps de temps qui nous reste, je ne peux pas faire l'analyse de toutes les actions de la République démocratique du Congo depuis l'orée de l'indépendance le 30 juin 1960 à ce jour, 63 ans après. Mais succinctement, je vous dirais, d'abord, il y a d'un côté, il y a des avancements, de l'autre, nous avons régressé. Nous avons avancé par rapport à la croissance démographique. On est maintenant au-delà de 100 millions. On a avancé d'un pas, reculé de 2 pas. Voilà, je vous dis, dans l'aspect démographique et l'aspect architectural, urbanistique, là, on a avancé. Parce qu'on trouve maintenant le surpeuplement de la population au niveau des centres urbains. Mais au niveau de l'assiette, du panier de la ménagère, de la valeur monétaire,
du quotidien, du SMIC de la population, je pense qu'on a régressé. On a régressé parce que aux années 60, la vie était prenable à toutes les catégories, huissiers jusqu'au haut cadre. Tout le monde mangeait quand même 2-3 fois par jour. Mais maintenant, le SMIC des fonctionnaires, de beaucoup de travailleurs est en deçà du minimal quotidien que mensuel. Du point de vue économique, du point de vue de l'assiette de la population, madame, on a régressé. Du point de vue intellectuel, nous avons eu maintenant, on disait qu'en 1960, on avait moins des universitaires. Aujourd'hui, il y a pléthore d'universitaires, mais il n'y a pas du boulot. Donc, il y a toujours du vice-versa. Voilà. Donc, il y a du positif et du négatif. Et il faut prendre aussi en compte l'égocentrisme international par rapport aux acteurs, aux multinationaux qui sont à la recherche des potentiels au niveau des pays africains pour s'enrichir à notre détriment. Ça aussi, c'est une thésaurisation qui ne dit pas son mot. 63 ans après, est-ce que selon vous, le Congo est beaucoup plus uni? Dans le cas de l'unité, oui, le Congo est un et demeure indivisible. Disons que sur ce point-là, la condition n'a pas changé et l'esprit patriotique n'a pas changé. Il n'y a pas un Congolais qui vous dira que nous voulons émietter notre grande république qui comprend une superficie de 2 345 000 km². Et comment éviter le piège de la balkanisation comme ça se passe maintenant? Madame, ça fait plusieurs lustres que cette histoire de balkanisation est en tentative de s'implanter ici en République démocratique du Congo. Bunagana toujours sous-occupé? Un jour, ça va terminer. Un jour, ça va terminer. Et je suis sûr qu'avec le mandat de Félix Antoine Tshisekedi, si pas le premier mandat, avec le deuxième mandat, on va extirper toutes ces fractions rebelles qui torpillent le quotidien de la population congolaise. Et avec la nomination de VPM Jean-Pierre Bemba à la Défense nationale, nous sentons déjà qu'il y a une satisfaction et il y a une projection positive par rapport à ces assignations. La guerre à l'Est bat son plein. Oui, madame, il n'y a pas deux matins ici qu'il y a eu une conférence quadripartite à Luanda. Et je vous dis, ça commence à être d'une première. Parce que là, nous avons eu une réunion qui comprenait tous les ensembles régionaux. Il y a eu le COMESA et la SADC. Et là, malgré tout ça, il y a eu la CIRGEL. Malgré tout ça, les solutions ne sont toujours pas trouvées pour mettre fin à cette calamité. Mais ça c'est une Madame Adèle. Je vous dis ici, nous avons parlé, nous avons échangé ici. Dans notre lutte, nous avons une lutte au niveau de la diplomatie, au niveau politique et au niveau militaire. Au niveau militaire, je pense que le président Jean-Pierre Bemba est en train de travailler d'arrache-pied pour qu'il y ait un réarmement moral et la logistique, un arsenal militaire moderne pour essayer pour repousser ces factions rebelles et à savoir réellement s'il y a un État derrière ces factions rebelles. Mais aussi longtemps qu'ils sont dans notre périmètre, on ne sait pas très bien situer l'origine, malgré que nous savons qu'ils viennent de l'autre côté. Mais cela n'empêche, madame, c'est une des premières avec le président Félix et le VPM Jean-Pierre Bemba qui se sont rendus avec le Mineta Moussa Namwisi, qui ont arraché à Luanda le commandement des forces interarmées qui était tenu par, je ne sais pas, un Kenya là, mais maintenant c'est la République démocratique du Congo qui commande
toutes les forces interarmées, comme ce fut avec la SADC, l'intervention des Zimbabwe, des Namibiens, d'autres fois. C'était EMIA qui était contrôlé, commandé par le général Luesha. Et cette fois-ci, ils ont arraché à Luanda, en présence de tous les ensembles, la communauté des États d'Afrique centrale, les EAC de l'Afrique de l'Ouest, la CIRGL des Grands Lacs, le commissaire à SADC, devant ces ensembles, la représentation de l'Union africaine et de la MONUSCO. Donc je pense que, est-ce que les politiciens des années 60 sont à comparer aux politiciens actuels? La différence, les points de divergence, de convergence résident à quel niveau? Là, on voit les politiciens des 1960, on voit les Jean-Didier Bolikango, on voit les Kasavubu et les autres. En quoi ils se ressemblent aux acteurs politiques actuels? Autre temps, autre mœurs. En 1960, Patrice Emery Lumumba. En 1960, ce groupe des pionniers de l'indépendance était animé par un esprit de patriotisme, de décoloniser d'abord le Congo, pour que ça devienne la propriété exclusive de nous, le peuple congolais. Donc c'était dans leur vision, c'était d'abord ça. Et puis il faut voir aussi leurs origines. Et à l'époque, il n'y avait pas aussi vraiment des politiciens pour des raisons pécuniaires. On privilégiait seulement les intérêts politiques. Mais maintenant, là, il y a vraiment le problème de Kanyaka, le problème de corruption. Oui, maintenant, c'est vraiment le problème de Kanyaka, le problème de commission, de rétrocommission. Ça n'a plus vraiment de l'ampleur. C'est ça la différence entre nos parents, les Jean-Didier Bolikango, les Joseph Kasavubu, les Patrice Emery Lumumba, les Kalonji, les Papa Wergemere, Kachamura, Essanja, Bolia, que je salue leur mémoire, Jean-Jason Sendwe, Moïse Tchombe, nous saluons leur mémoire parce que je demande à nous, les politiciens de cette ère des années de 2000 qu'on sort, de tirer l'exemple de nos aïeux, de pères de l'indépendance qui étaient, nonobstant leurs divergences, lorsqu'ils se retrouvaient dans une salle donnée, dans une conférence donnée, ils privilégiaient l'intérêt général. Mais il faut toujours essayer de recadrer. Bon, comme vous avez dit, nous avons des politiciens qui viennent seulement pour des raisons pécuniaires, et il y en a d'autres qui sont animés par un esprit patriotique, un esprit de progrès et de développement social qui doit être à l'apanage de toute la population. Et je pense que c'est un remue-ménage, c'est un recadrage. Je pense qu'on va tirer aussi des exemples des pays occidentaux. En guise de la célébration de l'indépendance, M. Raphaël Bolikango, pourquoi pas, par exemple, valoriser la résidence de Patrice Emery Lumumba, que ça puisse se constituer un site touristique? Madame, on en revient toujours là, ça c'est un problème du ministère du Tourisme. Oui, il ne faut pas. Et ici, on a tendance de reléguer le ministère du Tourisme au niveau du gouvernement, au niveau de classification du gouvernement, mais je pense que... Ça sera aussi rentable pour le pays. Évidemment, c'est une évidence. Il appartient aux politiciens qui animent le ministère de Tourisme, Culture et Arts de s'approprier de ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il faut garder des vestiges, non seulement la résidence de Patrice Emery Lumumba, il y a aussi la résidence de Jean-Didier Bolikango, qui est un fleuron, qui est un socle au niveau de Ngaliema. Quand on parle de Mbinza, quartier Bolikango, vous voyez, il y a même en face du père de l'indépendance Jean Bolikango, il y a la résidence du maréchal Mobutu. Il y a les monuments de Kasavubu, son état laisse à désirer. Il y a une malpropreté tout autour de ces monuments. Pourquoi pas essayer un peu d'embellir l'image aussi des Kasavubu sur le rond-point Kasavubu? Nous revenons toujours, nous essayons un peu de réveiller le ministre de Tourisme et Culture et Arts. Ça leur appartient. C'est leur assignation d'aménager en permanence
les sites du président Kasavubu, du premier ministre Lumumba. Ça doit être, ils doivent avoir un service permanent pour essayer de contrôler, d'assainir ces vestiges. Voilà, plus de 60 ans après l'indépendance, il y a aussi les cimetières ne fût-ce que la ville de Kinshasa des Baumbu est très très sale. Voilà. Kinshasa ne plus la belle, mais plutôt la poubelle. Tel n'était pas le cas vers les années 60. Kinshasa, il faisait beau vivre, mais maintenant là, on respire la saleté. Nous vivons dans les ordures, des odeurs nauséabondes dans des coins et recoins de la capitale Kinshasa. C'est que la population déplore, décrit aussi. Voilà, parce que nous sommes à la fin de cette émission, M. Raphaël Boulikangou, un message particulier. Parlez-nous un peu de force nationale alliée à l'IDPS. Vous vous organisez comment? La semaine passée, vous avez organisé des réunions autour du secrétaire général Augustin Kabouya. Ça portait sur quoi? Et toutes les bactéries sont déjà en marche pour travailler d'arrache-pied en vue de pouvoir aboutir à la lutte que vous comptez mener, donner un second mandat à Félix Tshisekedi? Madame, nous, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, nous nous préparons d'arrache-pied pour gagner les élections qui sont en vue, nommément en rééditant le président Félix Antoine Tshisekedi pour son second mandat et aussi en ayant la majorité au Parlement, tant national que provincial. Mais au niveau de FPAU, les batteries sont en marche, comme je veux le dire. La centrale électorale des FPAU est en marche et je pense dans les jours sont à compter. Nous sommes dans le délai de la CNI et nous allons déposer la liste de tous les candidats députés nationaux sous le regroupement FPAU à travers les mandataires que nous allons désigner dans les 48 heures. Mais madame, je vous dis qu'il faut compter avec les FPAU et vous devez savoir que les FPAU, c'est une affaire de l'autorité morale. Président Félix Antoine Tshisekedi, parce que vous entendez bien, FPAU, Force politique et sociale alliée à l'UDPS. Donc, nous sommes les bras séculiers de l'UDPS. Donc, nous devons être toujours ensemble, nous devons nous approprier des orientations de notre autorité morale, le président Félix Antoine Tshisekedi, et battre ensemble pour la réussite de nos objectifs assignés, d'avoir le second mandat présidentiel et d'avoir incontestablement la majorité parlementaire. Mais je vous dirais que il faut compter avec les FPAU parce que nous avons des grands gabarits et les FPAU, depuis que le coordonnateur général Élisée Boukoumouana tient les rênes des FPAU sous les instructions de l'autorité morale, je vous dis que la maison est en train de se remplir avec des vertébrés et comptez sur les FPAU. La population, votez les FPAU, votez IDPS, votez FPAU. Voilà, merci. C'est-à-dire que là, nous allons le message avancer est passé. Et contenir la situation. Nous vous remercions énormément, M. Raphaël Boulikangou, d'avoir répondu à notre invitation et à toutes les questions prévues pour ces numéros de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. M. Raphaël Boulikangou, qui est secrétaire général du Parti de l'Unité nationale PUNA, il est aussi secrétaire permanent des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS FPAI. Vous avez pris l'émission en cours, ne vous dérangez pas. La rediffusion, c'est demain à 12h30, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vie. Bonne fête de l'indépendance à tout le peuple congolais. Le message est passé. Merci aux responsables de la télévision Antenne A, chaîne de référence. Merci. Nous vous retrouvons très prochainement. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Une très belle soirée à tous et chacun.